Faudrait-il attendre d'un face-à-face avec Salah Abdeslam? Condamné à la perpétuité incompressible, le terroriste, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015, a exprimé le souhait d'échanger avec des rescapés et des proches des victimes. On a une personne qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celle-ci le souhaite. C'est vraiment des principes de justice restaurative. Cette requête divise les parties civiles. Des victimes se disent ulcérées par une démarche perverse. D'autres, comme ce rescapé du Bataclan, n'y sont pas opposés. Arthur Desnouveaux a lui-même déjà rencontré le terroriste en marge du procès. On ne peut pas priver Salah Abdeslam du droit à vouloir parler aux victimes. Et si des victimes veulent le faire, tant mieux pour elles. Chacun son chemin de reconstruction. Introduite en France en 2014, encore assez peu utilisée, la justice restaurative permet à des auteurs d'infractions et des parties civiles de se rencontrer dans un cadre sécurisé. Le film « Je verrai toujours vos visages » en a fait découvrir le principe. Le parquet national antiterroriste souhaite désormais encadrer l'application de la justice restaurative aux auteurs et aux victimes d'attentats, comme l'ont déjà fait l'Italie endeuillée par les Brigades Rouges, l'Espagne par l'ETA ou encore la Belgique, frappée par des attentats de l'État islamique en 2016. Les victimes qui étaient dans le métro à Bruxelles, c'est très proche de ce qu'ont vécu nos victimes du 13 novembre, disent que c'est une manière de se reconnecter à l'humanité. Et il ne faut pas croire que la justice restaurative banalise ces crimes, au contraire. Alors, 10 ans après les attentats du 13 novembre, la justice restaurative doit-elle être étendue au cas de terrorisme? Sous quelles conditions? Et quels en seraient les bienfaits? Nos trois invités sont évidemment éminemment concernés par ces questions. Stéphanie Zareff, bonsoir. Vous êtes une rescapée du Bataclan. Vous êtes trésorière de l'association Life for Paris et membre de l'association d'aide française aux victimes du terrorisme. Vous avez pu échanger pendant quelques minutes avec Salah Abdeslam lors du procès V13. Et selon vous, la possibilité de la justice restaurative doit s'élargir aux victimes et aux acteurs du terrorisme. Elle doit exister car cela ouvre une porte pour le dialogue. C'est dommage, ajoutez-vous, de rejeter l'idée d'office et de fermer le débat. À côté de vous, Maître Samia Maktouf, bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Selon vous, le procédé de justice restaurative dans le cas du terrorisme arrive trop tôt et ne permet pas de respecter les victimes. Salah Abdeslam est le seul qui tirerait profit de cet échange. Il souhaite seulement améliorer son image. Et à côté de vous, Benjamin Sayous, bonsoir, directeur de l'Institut français de la justice restaurative. Selon vous, cette justice restaurative est conçue pour toutes les infractions graves, donc le terrorisme en fait partie. Elle s'inscrit, ajoutez-vous, dans une complémentarité de la justice pénale et les bienfaits sont présents aussi bien du côté des victimes que des auteurs de l'infraction. Et on va démarrer notre débat avec l'alinéa du jour qui nous renvoie à 2014. Oui, c'est ça, c'est celui qui prévoit la justice restaurative dans le code de procédure pénale, en l'occurrence l'article 10, alinéa 1, et qui dit ceci: à l'occasion de toute procédure pénale, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative, une procédure introduite en 2014 dans notre droit. Benjamin Sayous, c'est une démarche complémentaire, il faut le dire, de la justice pénale et sur la base du volontariat. Absolument. Le procès peut répondre à un certain nombre de questions sur établir la véracité des faits, réparer, indemniser les victimes. Et il y a plein de questions qui demeurent après cette justice. Et là, il faut pouvoir poser peut-être parfois directement la question à l'auteur, parfois répondre directement à la victime. Et c'est le principe de la justice restaurative que d'accompagner cette démarche et de la sécuriser. Samia Maktouf, aujourd'hui, ça concerne très peu de cas en France. On parle à peu près de 300, et principalement pour quels crimes et délits? Les violences sexuelles, c'est ça? C'est pour ça qu'on a recours à la justice restaurative. Du vote de la loi de 2014. Donc vous voyez qu'on est très loin de la loi, très loin des délits et crimes terroristes. Ça veut dire qu'on est plus en droit commun qu'en droit que le terrorisme, qui n'est pas véritablement du droit commun, puisqu'il y a une rupture du lien social. Il y a un déni idéologique entre... les auteurs sont dans un déni idéologique, et restaurer ce lien social, peut-être, je ne suis pas négatif, peut-être qu'on pourra y arriver, mais encore faut-il que ces faits aient été reconnus. Vous l'avez rappelé et dit, c'est l'article 10, alinéa 1 de la loi 2014.
Stéphanie Zareff, vous aviez entendu parler de la justice restaurative avant le procès ou pas, vous? À aucun moment? À aucun moment. Ni quand je suis allée porter plainte en décembre 2015, ni lors de la préparation du procès avec mon avocat. J'en ai entendu parler la première fois suite à cet échange avec Salah Abdeslam. J'ai un petit peu débriefé avec Maître Ronen. Donc elle m'a juste évoqué... L'avocate de Salah Abdeslam, qu'on a vu tout à l'heure dans le sujet. On avait juste discuté quelques minutes et elle m'a juste cité le nom. Et après, je suis passée à autre chose. Et ensuite, lorsque il y a eu l'organisation du colloque à l'initiative d'Aurélie Sylvestre, Gaël Messager et David Fries-Gopinga, avec l'Institut français pour la justice restaurative, d'autres rescapés, et les deux associations, donc 13-11-15 et Life for Paris. Là, du coup, je me suis intéressée, j'ai participé au comité, et là, j'ai pu comprendre un petit peu en quoi ça consistait. Benjamin Sayous, il faut dire concrètement comment ça se passe. Hein. Le cas le plus répandu, c'est qu'il y a des médiations auteurs-victimes, c'est bien ça? Oui, c'est comme ça que ça se passe? Concernés par les mêmes faits, vraiment la même infraction, c'est dans ces cadre ces échanges, il n'y a pas toujours une rencontre en face à face, c'est pas toujours le cas, c'est un dialogue, mais surtout l'objectif c'est d'accompagner les personnes. Donc le processus peut être long, c'est une préparation individuelle de chaque côté qui vise à permettre de s'assurer que les personnes soient prêtes à cette démarche. Personne n'est poussé dans cette direction. Ça peut être interrompu à tout moment. C'est ça, c'est le volontariat, donc c'est possible à tout moment de la procédure pénale, dans toute procédure pénale, mais donc aussi, qui dit volontaire dit je peux m'arrêter quand je veux. C'est sous le contrôle de l'autorité judiciaire, donc qui s'assure que toutes les conditions sont réunies, totalement confidentielles. Voilà, donc on a des garanties. Et là, on est dans la semaine internationale de la justice restaurative. C'est donc international en Belgique, au Canada, dans d'autres pays, en Espagne notamment. La justice restaurative, ça date du milieu des années 70, donc on a de longues expériences devant nous. Tout le travail de notre institut, dès le départ, c'était même avant la loi, c'était de pouvoir réunir tout ce corpus de connaissances et d'expériences au service des praticiens et des praticiennes en France. Donc, depuis, ça fait 10 ans qu'on met en place ça. Alors, c'est vrai que 300 mesures, c'est peut-être pas beaucoup chaque année, mais cumulé, ça fait beaucoup de gens, surtout c'est des crimes et des délits graves. Maître Mactou, sur les cas de terrorisme, ça s'est passé en Espagne, par exemple, avec le TA. Donc, on a quand même un précédent en Europe. Sur le principe, je trouve que c'est très bien de l'envisager. Encore faut-il que ça soit fait avec un consentement le plus large à la fois des victimes et des personnes éligibles à cette justice. Je parle de cette justice qui, en principe, ne devrait pas être sélective. Oui, restaurative, mais pas sélective. Pourquoi j'utilise le terme sélectif? C'est que moi, par exemple, pour avoir été présente dans pratiquement l'ensemble des attentats terroristes que la France est connue, en partant du procès de Meyra, des attentats du Mohamed Merah à Toulouse, les attentats du 14 juillet, de l'Hyper Cacher, de Charlie, de la basilique de Nice, moi, je découvre votre présence, je suis heureuse de le savoir, mais je vous découvre, monsieur. Je découvre ce que vous êtes en train de faire. J'ai pris la peine de contacter sur les 42 parties civiles du procès du 13 novembre. Personne des victimes que je représente, partie civile, n'ait été sensibilisé ou appris ou connu quoi que ce soit sur cette justice. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, elle bénéficie aux auteurs. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de communication pour les auteurs. On va y revenir, mais avant cela, pour terminer ce volet sur la justice restaurative internationale, on va évoquer avec vous et avec Anna ce qui se passe au Rwanda. Oui, il existe en fait des villages de la paix, il y en a seulement 8 dans le pays, et ces villages en fait s'inscrivent dans un projet national d'unité et de réconciliation qui a été lancé par le président rwandais en 2003, Paul Kagame, dans un pays donc où le génocide de 1994 a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Alors très concrètement, dans les faits, un Tutsi rescapé peut se retrouver voisin d'un Hutu qui a massacré sa famille 30 ans auparavant. Et ça ne s'arrête pas là, ils partagent aussi leur quotidien, ils travaillent côte à côte dans les champs,
reconstruisent des maisons ensemble et assistent aux mêmes fêtes de village. Alors c'est vrai que ça paraît difficilement concevable dit comme ça, mais pourtant ça semble avoir porté ses fruits. Il se trouve que les 4000 personnes qui vivent dans ces villages ont tout accepté, soit de demander pardon, soit de tenter de pardonner avec l'espoir commun de pouvoir vivre en paix. Mais avant d'en arriver là, évidemment, les anciens bourreaux ont été accompagnés pendant leur peine de prison à prendre conscience de leurs actes. Et ça, c'est le travail de l'ONG Prison Fellowship Évangéliste. Ils ont ensuite pu intégrer ces villages à la condition de reconnaître leurs crimes et d'accepter de demander pardon. Et de l'autre côté, du côté des victimes, eh bien elles bénéficient d'un soutien psychologique, elles doivent s'asseoir et discuter régulièrement avec leurs bourreaux et sont invitées à raconter leur histoire aux autres villageois, mais aussi à des touristes étrangers, autant de fois que nécessaire, pour libérer la parole autour de ce sujet. Alors évidemment, ça n'est pas un système parfait, ça ne résout pas le problème du traumatisme, en un claquement de doigts en tout cas, et puis surtout, le pardon prend du temps et n'est pas quelque chose d'automatique. Je me tourne vers vous, Maître Samia Maktouf, une nouvelle fois. Ici, il ne s'agit pas exactement de la justice restaurative comme on l'entend dans nos pays occidentaux, mais on voit que le pardon semble possible dans des cas de génocide. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas dans des actes de terrorisme ? Vous êtes en train d'évoquer des cas où, vous l'avez vous-même prononcé, il y a une reconnaissance de fait, il y a une reconnaissance de responsabilité. Ce que vous avez évoqué a existé dans d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, où le régime de l'apartheid était monnaie courante et régime d'État. Donc ce n'est pas impossible et au contraire, je trouve qu'une paix sociale est formidable et ne peut qu'apporter de la prospérité dans un pays. Ce que je voudrais dire, pardon, en tant qu'avocate, je reviens aux sources, à l'article du Code de procédure pénale où il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance, de responsabilité, d'empathie et de respect pour les victimes. Autrement, ce dialogue tant attendu, qui est favorable et bien fait pour la société, ne peut pas être instauré. Je ne suis pas en train de parler du principe. Le principe, je l'applaudis, je l'accueille. Encore fallait-il qu'il soit applicable à des personnes éligibles à cette justice. Alors, certaines victimes du terrorisme rejettent cette option de la justice restaurative. Écoutez, Riss, le directeur de Charlie Hebdo, lui-même blessé dans l'attentat de janvier 2015 contre son journal. En faisant cette demande, Abdeslam fait croire que le terrorisme, c'est un crime comme les autres. C'est encore plus pervers parce que ça inverse la responsabilité, ça fait peser la responsabilité sur les victimes. Si les victimes refusent, ce seraient les victimes qui n'auraient pas l'esprit ouvert, qui ne seraient pas dans une démarche de dialogue, alors que lui le serait. C'est très pervers parce que ça fait poser sur les victimes une responsabilité. Et ça inverse la responsabilité. Stéphanie Zarev, vous n'êtes pas, j'imagine, d'accord avec ce que vient de dire Riss ? Après, la justice restaurative, c'est vraiment une démarche très personnelle. Et ça, les opinions de tout le monde sont tout à fait respectables en la matière. Et ça dépend vraiment de sa maturité dans sa reconstruction. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur la démarche de Salah Abdeslam ou autre. Je suis pas dans sa tête. Vous seriez prête à entamer une démarche avec médiateur, bien sûr, et à rencontrer Salah Abdeslam. Vous l'avez rencontré à la fin d'une audience, c'est ça? Oui, c'était après qu'il ait parlé pendant 3 jours. Je m'étais persuadée moi-même que j'attendais pas à ce qu'il parle et je voulais pas rester suspendue à ses lèvres, si je puis dire, pendant le procès. Et mes réactions émotionnelles m'ont montré qu'en fait, si j'attendais son récit, en fait. Et je suis passée un petit peu par tout le spectre émotionnel pendant son récit. J'ai été tendue comme c'est pas permis. Et quand il a fini, j'ai vraiment ressenti une espèce de soulagement. Et comme il a fini en disant qu'il espérait que le fait qu'il ait parlé ait fait du bien à certaines victimes, je constatais que je me retrouvais dans ce cas-là. Donc j'ai eu un besoin d'aller voir son avocate pour lui dire. J'ai suivi ça par la web radio. Et donc, je me suis rendue au palais de justice. J'ai pu échanger avec... La séance était déjà levée. Il était tout seul dans le box. Et j'ai pu échanger avec Maître Ronen pour lui transmettre, pour qu'elle lui transmette ce que j'avais ressenti, en fait. Et c'est elle qui m'a dit, si vous le souhaitez, vous pouvez lui dire vous-même.
Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté cet échange bref avec Salah Abdeslam? Ben, ça m'a un peu fait sortir de mon statut de victime, en fait. Il n'y avait plus cette emprise. Une identité pétrifiée. Voilà, une emprise victime. et un mépris, voilà, que le bourreau peut avoir de la victime, etc. Là, on échangeait d'être humain à être humain. En dehors de tout débat, en dehors de... Et donc, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Et il a accueilli ce que je lui ai dit, il m'a remercié. Il m'a souhaité bon courage pour la suite. Vous n'espériez pas de pardon? Ce n'était pas l'enjeu. Non, c'était pas l'enjeu, c'était vraiment de le remercier juste d'avoir parlé, en fait. Et que moi, ça m'avait fait du bien. Et donc, je ne suis pas dans cette démarche de pardon ni rien. C'est juste que j'avais besoin de dire ça. Et en fait, j'ai vraiment ressenti un soulagement et un apaisement. Et en gros, pour moi, le procès, c'est fini à ce moment-là. Ce moment-là. Benjamin Saïous? Oui, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que la justice restaurative, en tout cas en France, c'est pas l'institution du pardon. C'est pas la plupart du temps, lorsque les victimes s'engagent dans ce processus-là, c'est pas du tout dans cette direction-là. L'auteur, elles ont des questions à lui poser. Elles ont parfois des choses à lui dire qui vont leur remettre un petit peu les idées en place, si je puis m'exprimer, et elles viennent chercher une compréhension de son côté, une prise de conscience. Mais c'est pas forcément chercher le pardon. Dans ce processus-là, la justice restaurative, elle vient juste sécuriser cette démarche, mais voilà, pas de pardon. Samia Maktouf, quand vous entendez votre voisine, est-ce que ça ébranle un peu vos convictions? Je voudrais d'abord répondre à mon voisin. Salah Abdeslam a eu une année entière pour répondre aux questions posées par le président de la cour d'assises spécialement composée, par les avocats des parties civiles, par les avocats généraux. On n'a pas eu de réponse. Salah Abdeslam a répondu au cas par cas. Il a répondu aux questions à laquelle il voulait répondre. Et c'est pour ça que je voudrais rejoindre ce qu'a dit Ritz. De Charlie Hebdo, le directeur de Charlie Hebdo. C'est vraiment, le mot est choisi lorsqu'il a parlé d'attitude, que c'est pervers de la part de Salah Abdeslam. Pourquoi c'est pervers? Parce que justement, vous avez des victimes pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Et je respecte toute attitude. J'ai eu M. Saline qui lui-même est dans cette démarche. Georges Saline. Et le père de Lola. Sa fille unique qui est décédée au Bataclan. J'ai le plus grand respect de cet homme et de sa grandeur d'âme. Et vous savez, il ne faut jamais essayer de mettre sur le même pied les bourreaux et les victimes. Et c'est pervers dans le sens où, si madame a trouvé un apaisement, c'est important et je suis contente pour madame parce que c'est une victime, mais il a parlé quand? Il a parlé pour essayer d'attirer la sympathie de la Cour, pour ne pas avoir cette peine qui est incompressible. Donc vous voyez... Non. Je crois que là-dessus aussi, c'est pareil. Enfin, la justice restaurative, alors je ne suis pas là pour parler de Salah Abdeslam. Non, sortons de ce cas spécifique. Le principe, c'est quand même qu'il n'y ait pas de contrepartie. Donc, du reste, il est condamné à perpétuité, incompressible. Donc, là, l'enjeu, il n'est peut-être pas là. L'enjeu, il est de permettre aux personnes de pouvoir se parler, de se poser des questions. Le procès, il a eu lieu, effectivement, mais les gens évoluent pendant ce temps-là. Et il faut donner d'autres occasions. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'ait pas parlé de justice restaurative, que ce soit aux victimes que vous accompagnez, maître, ou à vous. Je crois que c'est ça l'enjeu. La loi, il y a un droit pour les victimes de pouvoir accéder à la justice restaurative. Et ne pas les en informer, c'est aussi les en priver. Donc, et ce faisant, il faut faire confiance aux victimes. Je pense que vous savez très bien à qui vous avez affaire quand vous évoquez ça. On voudrait vous soumettre à tous les trois, puisqu'on parle de quelque chose qui existe depuis 2014, un témoignage extrêmement fort qui remonte à 2016, un cas de justice restaurative suite à une affaire de violence sexuelle. Regardez. Chez Geneviève, des photos de sa nièce violée comme elle, des années auparavant. C'est parce qu'elle en éprouvait une blessure inguérissable que cette victime a accepté de rencontrer à 6 reprises un groupe d'auteurs d'autres crimes sexuels. Au départ, elle s'était jurée de ne pas les saluer. Et puis... J'ai tendu la main parce que j'avais vu 3 êtres humains. J'avais pas vu écrit assassin sur leur front. Ces rencontres m'ont permis d'avoir une réflexion autre
que celle de la haine et de la vengeance. J'ai senti que j'avais un apaisement. En application depuis des années au Canada, la justice restaurative a entraîné une baisse des taux de récidive de 25% des délits sexuels. Stéphanie Zareff, ce mot d'apaisement, il fait écho chez vous? Oui, complètement, parce que j'ai eu de la colère au départ, etc., mais je sais pas, mon moteur, ça me bouffe trop d'énergie, je peux pas continuer là-dedans, et l'apaisement, ça permet d'avancer, justement, et puis de se projeter un petit peu dans l'avenir, et surtout, moi, j'ai des questions quand même sur comment on en arrive là, en fait, que ce soit Salah Abdeslam ou d'autres qui tombent dans le djihadisme, c'était pour la plupart des ados, des jeunes adultes. D'ailleurs, vous êtes allé à la rencontre de jeunes délinquants vous-même, c'est ça? Pour leur raconter ce qui vous est arrivé? Pour témoigner sur ce qui m'est arrivé, pour les sensibiliser sur les risques de la radicalisation, comment on peut tomber là-dedans. Mais pour pouvoir mieux les sensibiliser, j'ai besoin de comprendre comment ça se passe. Et moi, c'est ces questions-là que j'aimerais poser aux auteurs, que ce soit Salah Abdeslam ou d'autres. Vous voudriez continuer ce dialogue avec lui, avec Salah Abdeslam? Ou avec d'autres. Mais parce que j'ai besoin de comprendre, sinon moi, je ne peux pas avancer non plus. Vous avez soumis des cas de droit commun. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, oui, pour cette justice, mais respectant les conditions, à savoir la reconnaissance des faits. C'est très, très important d'en parler et de dire qu'il faut qu'il y ait cette reconnaissance. Et enfin, le PNAT, le pôle antiterroriste, national antiterroriste, a commencé à communiquer à 3 jours des dates anniversaires de ces attentats sans que les victimes ne soient informées. Sur un protocole, la mise en place d'un protocole justement de justice restaurative dans le terrorisme. Donc, sur lequel vous n'êtes pas d'accord et qui est pour vous une avancée, on imagine. Oui, je pense et vous allez y participer. Je pense que c'est très... Pardon, c'est pas que je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne suis pas informée. Je ne peux pas être d'accord sur quelque chose que j'ignore. Très bien. C'est différent. Benjamin Sayous, à propos de la justice restaurative, des criminologues et des chercheurs en criminologie évoquent le fait qu'elle peut aider à la désistance, c'est-à-dire la sortie d'un parcours délinquant dans le cas des auteurs de délits, de crimes qui acceptent de se prêter à cette justice restaurative. Oui, ça vous semble fondamental aussi? Bien sûr. Oui, c'est très important. C'est la visée sociale que l'on cherche, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs. Les études montrent, avec groupe de contrôle, 25 à 35% de récidive en moins. Ça ne veut pas dire que tel individu pris comme ça ne va pas récidiver, mais par contre, la justice restaurative, elle permet cette prise de conscience, de se dire, c'est ce qu'on le voyait dans le film, je verrai toujours vos visages. Le film de Jeannery, vous parlez du film de Jeannery, sorti il y a 3 ans. L'auteur, il reverra toujours cette image de la victime et il aura du mal à se poser, il va se poser des questions forcément. C'est ça l'idée. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de débattre et de témoigner dans votre cas. Merci infiniment à tous les 3.